Madame, Monsieur, bonsoir. Ces dernières années, la bonne gouvernance est devenue un axe majeur des politiques et réformes en faveur du développement économique et social de nombreux pays. Le respect des principes de bonne gouvernance est une des conditions dans la construction de la démocratie, de l'économie et de la cohésion nationale. Le contrôle de l'action gouvernementale est capital pour assurer une évaluation objective des politiques publiques et des résultats de l'administration afin de déterminer si les ressources publiques sont gérées de façon responsable et de renforcer la confiance chez les citoyens. En Côte d'Ivoire, depuis plusieurs mois, le gouvernement, à travers le ministère de la promotion de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption et d'autres institutions, a renforcé la moralisation de la vie publique, notamment par la révocation de certains hauts responsables de sociétés d'État. Actuellement, ces audits se poursuivent et s'intensifient, mais au-delà de la médiatisation de ces opérations coup de poing, quelle sera l'issue judiciaire et de quels autres outils dispose l'État de Côte d'Ivoire pour assainir la vie publique? Bienvenue dans le débat politique consacré, vous l'aurez compris, à l'État de Côte d'Ivoire face aux défis de la bonne gouvernance. Pour en parler, je reçois M. Fousseni Touré, directeur de la communication et des relations extérieures du ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Bienvenue. Merci, bonsoir madame. Monsieur Ninagafol Soro, directeur général de la fonction publique du ministère de la fonction publique et de la modernisation de l'administration. Bonsoir et merci d'être présent. Bonsoir madame. Monsieur Assalé Timoko, directeur général de l'Éléphant déchaîné et député maire de Tiasalé. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Fatine. Et le docteur Christophe Kwame, président de Civis Côte d'Ivoire. Bonsoir et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame. Alors, lorsque le président de la République, Alassane Ouattara, insiste sur la nécessité de poursuivre la moralisation de la vie publique, à qui s'adresse-t-il? Quelles sont les personnes concernées, docteur Kwame? Merci madame, c'est en effet une excellente question. Le chef de l'État, en demandant aux uns et aux autres de se mobiliser, s'adresse en priorité aux débiteurs d'obligations, que sont les hauts fonctionnaires, les agents de l'État, les agents de l'administration publique, les directeurs généraux des EPN, les établissements publics nationaux, et enfin à la société civile, aux privés, aux partis politiques et même aux médias et à la presse écrite. Donc, le président de la République pense depuis le 26 janvier 2022 que toutes ces parties prenantes doivent s'engager dans la lutte contre la corruption. Et tous les pays qui ont réussi à faire reculer ce fléau, toutes ces parties prenantes-là ont pris leur part. Mais est-ce que certains citoyens, par leur statut, ne doivent pas faire preuve d'exemplarité, notamment les fonctionnaires, M. Soro? Oui, merci bien, mais c'est tout à fait normal parce que les fonctionnaires, par définition, sont porteurs du service public, c'est-à-dire qu'ils sont les premiers utilisateurs des deniers publics pour rendre service aux citoyens. Donc, ils ont encore plus de responsabilités vis-à-vis donc, de la société et c'est bien normal qu'ils aient leur part à prendre, en tout cas dans ce message du chef de l'État qui avait souhaité, et c'est dans cette dynamique que nous sommes, l'émergence d'un Ivoirien nouveau, et donc d'un fonctionnaire nouveau. Et ce fonctionnaire nouveau, c'est celui qui est respectueux des règles et des principes qui organisent et qui gouvernent le service public. Alors, quels sont les chiffres et les données sur la corruption dans notre pays aujourd'hui, M. Touré? Merci pour cette opportunité que vous nous donnez d'éclairer l'ensemble de l'opinion sur la question de la gouvernance en Côte d'Ivoire. Les chiffres, je vous les donnerai à deux niveaux. Vous savez que la Côte d'Ivoire a adhéré à des mécanismes d'évaluation. Donc les données viennent de ces organismes en termes de perception, en termes de notation. Également, nous avons des chiffres au niveau national avec un impact sur notre économie. Au niveau des notations, le dernier rapport de l'ONG Transparency International maintient la Côte d'Ivoire à 36 points sur 100. Je rappelle que la Côte d'Ivoire en 2011 était à 29 points sur 100. Grâce aux réformes institutionnelles juridiques entamées par le chef de l'État et le gouvernement, la Côte d'Ivoire a gagné 9 points de plus. En 2011, déjà, la Côte d'Ivoire était classée 131e sur 154 pays. Mais aujourd'hui, nous sommes classés 106e sur ces 158 pays dans le monde. Au niveau de l'indice du MCC, qui est un programme financé par le Congrès américain
depuis 2003 auquel la Côte d'Ivoire a adhéré. Sur 20 indicateurs, la Côte d'Ivoire est au vert sur 14 indicateurs. Au niveau de l'indice de Mo Ibrahim, nous avons également adhéré à ce mécanisme d'auto-évaluation de bonne gouvernance en Afrique. Là où nous étions en 2011, nous étions 33e pays. Aujourd'hui, nous sommes 18e pays. Au niveau national, les chiffres sont un peu alarmants, il faut le dire. La Côte d'Ivoire, selon les dernières statistiques qu'on a en 2019, a perdu plus de 1300 milliards du fait de la corruption, ce qui représente 4% de notre produit intérieur brut, ce qui représente également 64% du service de la dette. Ça veut dire que du fait de nos actes de corruption, la Côte d'Ivoire pouvait se passer de 64% du service de sa dette. Plus loin, la corruption se chiffre de plus de 1300 milliards. Nous, 4 fois le montant des dons que la Côte d'Ivoire a reçu en 2019. Parce qu'en 2019, la Côte d'Ivoire a reçu 300 milliards de dons. Et les derniers chiffres qu'on a, en 3 mois, nous avons, avec notre système de bureau de plaintes qu'on a au niveau du ministère, de novembre 2021 à février 2022, nous avons reçu 120 signalements physiques et la Côte d'Ivoire a perdu en cet espace 6 milliards de francs CFA. Donc ce sont des chiffres astronomiques. Mais la corruption s'est accrue finalement ces dernières années dans notre pays? 2 choses. En termes de perception des populations, oui, la corruption s'est accrue. Mais en termes de notation des organismes internationaux, la Côte d'Ivoire a gagné plus. Il y a peut-être un paradoxe, mais au fur et à mesure, on va vous donner plus d'explications. On va revenir dessus ultérieurement. Docteur Kwame, vous voulez réagir? Non, je voulais dire simplement que dans les évaluations internationales, il y a 2 niveaux. Il y a des évaluations relativement aux réformes juridiques et institutionnelles. La Côte d'Ivoire est très bien classée. Là où ça coince, c'est pour cela que la population ressent, c'est au niveau des mises en œuvre de ces réformes-là. En détail. On va s'intéresser au rôle des institutions justement de contrôle de l'État. Mais peut-on considérer, M. Assalé Thiomoko, les journalistes comme un organe de contrôle de l'État, un organe externe? Oui, absolument. Dans une démocratie, la presse joue un rôle important. C'est même un des piliers de la démocratie. Et donc les journalistes dans une démocratie ont un rôle essentiels à jouer. Ils sont ceux qui construisent la conscience nationale, ceux qui construisent l'esprit critique auprès des populations et donc doivent par leurs enquêtes, par leurs investigations permettre à la population d'avoir accès aux façons dont la gestion des ressources publiques sont administrées pour que les personnes puissent apprécier entre les discours publics et la réalité sur le terrain s'il y a un fleuve. Et donc, de ce point de vue-là, la presse joue un grand rôle. Malheureusement, dans nos contextes, on a plus de journalisme de combat que d'investigation. Et donc, on a l'impression que la presse ne joue pas son rôle parce que ceux qui enquêtent sont moins nombreux que ceux qui encouragent les hommes politiques à faire la propagande. On reviendra dessus ultérieurement. Monsieur Touré, justement, votre ministère a été créé à la faveur du dernier gouvernement d'avril 2021. Pouvez-vous nous faire le bilan de vos actions ? Alors, avant de revenir au bilan des actions du ministère créé il y a de cela à peu près 1 an, il faut dire que la question de la lutte contre la corruption n'a pas commencé maintenant. Et la question de la promotion de la bonne gouvernance. En termes de bilan, à partir du ministère, aujourd'hui, on peut dire en 10 mois d'existence, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance a réussi à créer un climat de stress généralisé. Le ministère de la promotion de la bonne gouvernance a réussi à auditer et à mettre en place le dispositif de conformité dans certaines sociétés d'État, notamment la RTCI, l'AGF avec la douane. Aujourd'hui, le ministère a développé des systèmes de prévention et de détection qui bientôt seront lancés par le Premier ministre. Aujourd'hui, le ministère a permis de former des administrateurs des sociétés d'État et des établissements publics, notamment les PCA, les PCG et tous les gestionnaires sociaux. Donc aujourd'hui, avec les opérations coup de poing, nous avons mené des opérations de vérification, d'allégation dans certains services publics, notamment 4, le secteur de la justice, le secteur de la sécurité, le secteur de la santé et le secteur des transports. Et tout ceci a permis la mise en cause et l'arrestation de 70 agents et fonctionnaires de l'État qui ont été soit conduits devant le tribunal militaire pour les questions de défense et de sécurité, ou soit conduits devant
le conseil des disciplines des différents ingénieurs et fonctionnaires. Et cela a permis de révoquer certains directeurs, dont notamment le directeur général et ses collaborateurs de l'hôpital général d'Abobo. Certains forces de défense et de sécurité ont été également mises en prison. On a vu le procès en novembre dernier avec le commissaire du gouvernement. D'autres fonctionnaires ont vu leur salaire. D'autres fonctionnaires ont vu leur ponctionner. Donc plusieurs mesures ont été faites. Aujourd'hui, le ministère a créé, en 10 mois d'existence, de créer un climat d'esther parce que nous avons lancé ce qu'on appelle l'État vous voit maintenant. Tout ce que le fonctionnaire fait dans le cadre de ses fonctions, l'État a un regard sur ses fonctionnaires. Bon, on va vérifier ça tout au long de cette émission. Il existe 2 types de contrôles en Côte d'Ivoire. Quels sont-ils, Dr Kwame? Merci, madame. D'ailleurs, ça répond un peu à ce que monsieur vient de dire. Premièrement, un ministère ne s'autoproclame pas. Monsieur de la fonction publique a dit que les agents de l'administration existent pour le bien-être des citoyens. Donc, il serait peut-être souhaitable que le ministère, en travaillant, ouvre ces données, parce que la Côte d'Ivoire a adhéré à l'OGP. En venant ici, nous avons fouillé pour avoir les traces de tout ce qui se fait. Pour le moment, peut-être qu'en 10 mois, ils ne peuvent pas tout mettre en ligne. Il serait souhaitable que le ministère puisse donner le recours aux personnes incriminées. Et donc, les journalistes, M. Assalé Tchimoko, la société civile est là pour le recours des citoyens qui sont incriminés dans ce genre de choses. Maintenant, pour les contrôles, il y a 2 grands types de contrôles. Il y a les contrôles institutionnels qui sont au niveau des institutions traditionnelles de contrôle au niveau de l'État. Et à ce niveau, il y a 2 types de contrôles. Il y a le contrôle fait par l'Inspection générale d'État, qui est une institution au service de l'exécutif. Je précise cela, c'est-à-dire le président de la République a élu, on lui donne, en tant que premier magistrat, un instrument pour suivre sa propre politique qu'il met en œuvre. C'est l'IGE, avec tous les descendants qui sont les IGM, les inspections générales des ministères, les IGF, inspection générale des finances, et il y a tout un lot d'IG qu'on appelle chez nous les contrôleurs techniques. À côté de cela, l'institution majeure qui devait faire son contrôle, c'est l'Assemblée nationale. M. Achalo Tchimoko nous en parlera, je ne vais pas trop être long là-dessus. Ensuite, il y a la Cour des comptes qui est censée être une institution en dehors de tout cela, qui lui contrôle tous les comptes de l'État, collectivités territoriales, maires et régions et districts, qui sont des collectivités spécialisées. On nous a dit de ne plus associer les districts aux autres collectivités. Ensuite, les EPN, entreprises publiques nationales. Et enfin, les EPIC et toutes les sociétés à participation. À l'extérieur de ce contrôle, je dirais institutionnel, il y a pour le contrôle citoyen de l'action publique. Avec nous avons créé le train du contrôle citoyen de l'action publique qui est en train de circuler. Alors, donc ça, c'est à l'extérieur. Ça, c'est le contrôle externe, hein, parce qu'il y a des contrôles internes. Non, en interne, il y a 2 types de contrôles. Hein. Il y a le contrôle institutionnel dont je parle, mais quand il y a les problèmes, les audits dont il parle sont des contrôles externes à ces contrôles-là, parce que c'est des vérifications et tout. Mais je crois qu'il veut ajouter quelque chose. Je veux qu'on soit concret, Monsieur Soro. Qui contrôle la fonction publique et quand est-ce que cela intervient? Comme il a si bien développé, effectivement, il y a des mécanismes internes de contrôle. C'est-à-dire que le but du service public n'est pas de détourner les deniers publics. Donc, il y a tout un mécanisme qui est mis en place. Par exemple, il a cité au niveau des inspections. À premier niveau ministériel, on a une inspection ministérielle qui est chargée donc de veiller au respect des normes et au bon fonctionnement des services. Donc, tout cela englobe le respect des principes qui gouvernent la gestion des deniers publics. Donc il y a ce premier niveau qui existe au niveau ministériel et il y a le niveau qu'il a cité effectivement au niveau de l'inspection générale d'État qui effectivement intervient dans le contrôle de l'action que nous menons au quotidien et dans l'utilisation qui est faite des ressources publiques qui sont mises à disposition. Mais comment ça se passe concrètement? C'est-à-dire qu'à la fin de l'année d'exercice budgétaire, vous avez des documents à fournir, ils viennent à l'intérieur de vos différents démembrements. Comment ça se passe concrètement? L'inspection ministérielle, c'est une inspection quotidienne. Hein. C'est leur mission et ils sont chargés de veiller au bon fonctionnement de nos services. Donc, ils font soit par des contrôles programmés ou par des contrôles inopinés. Donc par surprise, ils peuvent venir à tout moment. Bien sûr, demander sur pièce les justificatifs, les moyens qui sont utilisés, est-ce qu'ils sont utilisés pour l'objectif
qui est fixé, etc., etc. Et puis ils font donc des rapports qui sont destinés donc à l'autorité qui a commandé, notamment le ministre, ou alors le chef de l'État, dans le cas où c'est l'inspection générale d'État. Et il parlait des audits. À quand remonte le dernier audit de la fonction publique? Bon, pas le ministère en tant que tel, mais nous avons eu un audit qui a été commandité par l'inspection générale d'État sur les concours de la fonction publique pour la période, c'est l'inspection générale même qui avait fixé la période de 2012 à 2019. Voilà, donc il y a eu un audit qui a été commandité. En 2019, vous avez été audité? Non, pas en 2019, c'est la période qu'ils avaient visée, mais l'audit avait eu lieu en 2020. 2020. Et quelles sont les conclusions, les résultats de cet audit? Bon, pour l'instant, nous n'avons pas encore eu Ah oui, mais alors pourquoi? Parce que les résultats existent ou ils sont encore en train de poursuivre? Non, c'est sorti. C'est sorti? Ah bon, D'accord. Mais vous n'avez pas accès parce que ce n'est pas votre niveau de responsabilité qu'on a accès à ces résultats? Bon, nous, on ne nous a pas partagé ce rapport en tout cas, mais nous savons qu'effectivement, l'inspection a eu lieu. Nous avons fourni effectivement à la demande toutes les pièces, la documentation qui avait été demandée par les auditeurs qui étaient venus au titre donc, de l'inspection générale d'État. Mais c'est quand même étonnant. C'est normal qu'il n'y ait pas eu accès aux résultats et conclusions des audits? Je veux dire, d'abord répondre à ça et puis revenir sur ce que le docteur Christophe a dit tout à l'heure, compléter évidemment. Sur la question des audits, les textes régissant l'IGE sont très clairs. Lorsque l'inspection générale d'État mène des audits, il y a deux niveaux de rapport. Le rapport à l'institution auditée, donc le rapport remis à l'institution hiérarchique héritée, et le rapport remis au chef de l'État. Parce que, comme l'a dit Dr Christophe, l'IGE est l'organe supérieur administratif de contrôle, d'investigation, relié directement au chef de l'État. Donc, il a deux niveaux de rapport. Il a des rapports d'audit périodiques, mais il a des rapports d'audit annuels. Chaque année, l'article 57 de cette loi fait obligation à l'IGE de remettre en priorité le rapport chef de l'État et en copie au vice-président, au Premier ministre, au président de la Cour des comptes, aux entités et une synthèse pour publication à la presse. Donc voici donc les niveaux de choses. Vous avez eu connaissance institutions. Non, mais on va vérifier en même temps. Vous avez eu connaissance de... Non. Non. Le rapport de... En 2020, nous sommes en 2022. Non, ça n'a toujours pas été publié. Alors, je rappelle sur les questions d'audit, quand même, il faut saluer la périodicité des rapports. On sait en Côte d'Ivoire que depuis un certain moment, chaque année, le chef de l'État reçoit publiquement les rapports de l'IGE. Et ce qui permet au chef de l'État d'indexer publiquement aussi les administrations, ce qui a d'ailleurs, le dernier conseil des ministres, le chef de l'État a relevé les différents. Donc c'est aussi un acte de transparence et de bonne gouvernance de recevoir publiquement et de le dire. Nous sommes là pour tous participer à cette bonne gouvernance et cette transparence à travers mes questions. Votre ministère, comme vous avez la parole, travaille de concert avec toutes ces institutions de contrôle, IGE, la Cour des comptes. Alors, ce que je veux dire sur la question, justement, pour compléter ce que le docteur Christophe a dit, nous sommes dans un paysage institutionnel et juridique où chaque institution a son rôle. Nous avons 3 niveaux d'institutions dans cette question de lutte contre la corruption et contre la bonne gouvernance. Nous avons des institutions de contrôle et de détection. Donc, l'IGE, l'inspection générale des finances, la CENTIF, qui est la cellule nationale des informations financières également. Nous avons l'autorité nationale de régulation des marchés publics également, qui est un organe de contrôle et de détection. Deuxième niveau d'institution, nous avons l'institution de prévention et de sensibilisation, dont la HABG, qui a été créée par décret en 2013. La Haute Autorité pour la bonne gouvernance. Et le ministère de la promotion de la bonne gouvernance créé à la faveur de nos gouvernements en avril dernier. Et enfin, nous avons 3 niveaux d'institutions qui sont des institutions de répression, dont le pôle pénal économique et financier. Mais justement, vous êtes membre de l'exécutif en tant que ministère et dans le cadre de la séparation des pouvoirs, vous ne pouvez pas instruire des poursuites. Et à côté, on a une autre autorité qui est une administration indépendante. Là aussi, elle n'a pas d'ordre à recevoir de vous. Donc finalement, votre champ d'action semble limité. Je rappelle pour une bonne compréhension que le paysage des institutions, aucune institution dans notre système politique n'est redevable à une autre institution. Première des choses. Et ce qui permettra, par exemple, lorsque on parlera de déclaration de patrimoine, les membres de la HABG qui reçoivent la déclaration de patrimoine, eux, ils font la déclaration de patrimoine à la Cour des comptes, qui elle aussi, à son tour, fait la déclaration de patrimoine à
à la HABG. Et toutes les institutions sont redevables vis-à-vis du chef de l'État. Aucune institution n'est redevable à une autre institution. Mais comment vous collaborez alors? La collaboration est très simple parce que les textes qui régissent toutes les institutions dans le paysage de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance sont très clairs sur le rôle de chacun. Et nous, ministère, en tant qu'organe opérationnel du gouvernement, nous avons en charge la suivi, la mise en œuvre et la coordination des actions en matière de lutte contre la corruption et de promotion de la bonne gouvernance. Et je précise que la HABG est l'institution mère en Côte d'Ivoire en termes de lutte contre la corruption. On va parler longuement de tout plus tard, mais on ne comprend pas. Juste précédemment, vous nous disiez que grâce à vous, en tout cas grâce à votre ministère, en 10 mois, vous avez mené différentes actions qui ont permis la révocation, l'arrestation. Mais de quelle manière, puisque votre pouvoir n'est ni judiciaire, encore une fois, il y a la séparation des pouvoirs, vous ne pouvez pas instruire les dossiers. Donc comment... et vous ne pouvez pas dire à la haute autorité d'aller regarder dans telle ou telle institution. Parce que la haute autorité a son champ d'action. Voilà. Nous, ministère, nous avons notre champ d'action. Mais par exemple, pour revenir justement aux différentes opérations coup de poing que nous avons menées, c'est très simple. Nous travaillons de concert avec toutes les administrations. Par exemple, dans le secteur de la santé, quand nous avons mené l'opération coup de poing dans 7 établissements sanitaires, donc, qui relève donc du ministère de la Santé et que nous avons eu les résultats, l'inspection de notre ministère a saisi l'inspection du ministère de la Santé. Et conformément donc au régime du statut de la fonction publique, toutes les procédures donc, de demande d'explication, d'avertissement et de recours ont été épuisées avant le prononcé des sanctions disciplinaires. Donc, nous, en tant qu'exécutif, on a un rôle, comme je dis, le ministère on a un rôle de prévention et de sensibilisation, mais quand on le fait, on reverse aussi aux autorités compétentes en matière judiciaire comme en matière administrative. Donc la fonction publique également, qui est la structure mère à la matière. Donc c'est une collaboration parfaite entre toutes ces structures. Assalé Tiomoko, vous avez une double casquette, celle de journaliste et de député, donc oui, de député-maire. Le pouvoir législatif, Dr Kwame l'a dit à l'entame de cette émission, a aussi un rôle de contrôle de l'État, notamment le budget de l'État. Comment ça se formalise concrètement, ce contrôle? Bien, pardon. L'Assemblée nationale a effectivement un rôle de contrôle de l'action gouvernementale. Mais dans le principe, vous savez que les pouvoirs étant séparés, chacun reste dans son registre d'action. Alors, notamment, quand on parlait du budget, effectivement, ce sont les députés qui votent le budget de l'État. Chaque ministère prépare chaque année son budget, ça fait un document unique qui est déposé auprès du Parlement pour examen et adoption. Et donc maintenant, avec le budget programme, tous les ministres sont chargés de passer devant le Parlement pour présenter leur budget. Le contrôle pouvait se faire si, dans les normes, les choses se faisaient dans le temps. Vous avez le budget de l'État de Côte d'Ivoire fait près de 8000 pièces à étudier. Quand on vous dépose au Parlement, vous avez maximum 2 semaines pour pouvoir passer à l'examen en commission, puis en plénière. Il faut avoir des connaissances en plus. Il faut avoir des connaissances et matériellement, on n'a pas le temps d'étudier toutes ces pièces. Les députés n'ont pas d'assistants parlementaires. En tout cas, les groupes parlementaires ont des assistants parlementaires. Mais le volume de travail est tel qu'ils ne sont pas plus de 2. Les députés qui peuvent lire tous les documents qu'on leur dépose avant qu'on ne passe devant la plénière pour voter. Donc, ce contrôle-là ne peut pas être efficace parce que dans les détails, on ne peut pas voir les dépenses de l'État. Il y a des questions importantes qu'on discute souvent. Ça va jusqu'à 2 h du matin quand on se retrouve dans les ministres. Et donc, c'est quand les ministères exposent que le député, parfois, a quelques informations qui lui permettent de poser des questions. Non, lui-même, quand il vient en session, ce document de près de 8000 pages, il n'a pas eu le temps de le lire parce qu'il faut aller vite, il faut le voter avant le 25 novembre. Le contrôle n'est pas... Mais chaque année, l'État de Côte d'Ivoire, son budget est doté de son budget, il est voté. Donc ça veut dire quoi? C'est une formalité? Les gens votent sans savoir de quoi ils parlent. Alors le principe, c'est une formalité. Moi, je peux dire que ce que moi j'ai vu cette année, mon expérience personnelle... Ils votent sans être conscients de ce dont on parle. Comme les ministères passent maintenant, chacun peut présenter son budget, il y a des détails qu'on peut suivre. Mais dans le budget global, les députés ne peuvent pas regarder dans les détails ce qui est fait. Et donc, ce contrôle-là, il n'est pas efficace, il ne peut pas permettre de détecter les dépenses que les gens veulent faire. Et même quand les députés font des amendements par rapport à telle ou telle dépense, généralement, il n'y a pas moyen de changer les choses, parce qu'il faut avancer. Alors malgré tous ces mécanismes de contrôle que vous venez d'énumérer, l'État a pris à bras-le-corps ces questions. Doit-on déduire que ces institutions sont finalement inefficaces?
Docteur Kwame. Lesquelles Toutes ces institutions de contrôle. Vous venez de parler de Parlement. Bon, ça n'a pas l'air... Non, à l'état actuel, et tous les autres, il faut le dire, à l'état actuel, le Parlement ne peut pas contrôler véritablement l'action gouvernementale. C'est maintenant qu'une commission a été mise, une commission spécialisée, pour que des députés qui sont dans cette commission-là maintenant ciblent des secteurs précis et fassent des enquêtes, fassent des rapports aux députés pour que nous apprécions dans les détails ce qui s'est fait. Sinon, quand on envoie le budget qu'on doit voter en 2 semaines, vous ne pouvez pas lire 8 000 à 10 000 documents. Non, mais encore une fois, j'insiste, vous l'avez chacun dit qu'il y avait dans notre pays quand même des réformes juridiques, institutionnelles, salutaires et louables, mais bon, la corruption s'accroît, c'est qu'il y a un problème. Elles sont inefficaces ou pas, ces institutions de contrôle? Non, moi, je ne peux pas dire qu'elles sont inefficaces. Non, parce que défaillantes? Défaillantes, non plus. Moi, je pense que chaque institution est dans son rôle, comme l'a dit le représentant du ministère dans la bonne gouvernance. Après, la perception, parce que c'est souvent ça qui revient, c'est la perception qu'a le citoyen du phénomène de la corruption. Je pense que le docteur Christophe l'a dit que si on prend en compte les critères de notation sur on va dire les notations à l'international, nous avons de bonnes notations. Ça veut dire qu'il y a des efforts qui sont faits, il y a une volonté politique qui est affirmée. Toutes ces institutions n'ont pas été créées, je veux dire, juste pour faire plaisir. Il y a un esprit. Un esprit, c'est de combattre la corruption, de donner les outils pour combattre cette corruption. Le ministère qui a été créé il y a à peine 10 mois, c'est parce que justement, on s'est rendu compte que malgré les autres institutions qui existaient déjà, il y avait ce besoin d'avoir un ministère dédié à la cause qui prend en charge la question de manière quotidienne. Et c'est pour ça qu'il a fait en 10 mois, ouais, déjà le bilan qui a été fait, qui est assez consistant. Donc moi, je ne peux pas dire que les institutions sont défaillantes, mais peut-être que c'est la perception que les populations ont qu'il faut retravailler et puis leur réexpliquer les missions de ces institutions en réalité. On est là pour ça ce soir. En fait, je pense que si on analyse sur le temps, on comprend que le ministère de la bonne gouvernance a été créé pour pallier à une insuffisance. Ce qu'on peut dire depuis 2012, où l'État a commencé à signer toutes les conventions et à refaire les lois, nous sommes sur le terrain à chaque étape pour rappeler à l'État que, par exemple, aujourd'hui où nous parlons, je ne sais pas si ça a été fait, j'ai fouillé en venant, je n'ai pas vu, la HAGB nous a promis depuis 2019 la stratégie nationale de lutte contre la corruption. Elle n'est pas encore sortie. Elle a été déjà financée 3 fois. Donc, ce que je veux dire, au-delà de tout ce que nous faisons, il y a des points clés prioritaires. On ne peut pas demander à des gens d'aller à la guerre sans munitions, sans armes. Donc, personnellement, je suis contre les opérations coup de poing. Ça fait du vuvuzela. C'est pas ça la gestion. La corruption, elle est plus profonde. Elle demande la probité, elle demande la moralisation, elle demande la morale de la personne. Elle demande que la personne soit responsable à un moment donné où il n'y a personne derrière elle quand elle signe des documents comptables. Et peut-être qu'on n'y est pas arrivé, mais je peux vous donner simplement l'exemple du rapport 2019 de la Cour des comptes. Ouais. Voilà. On va y aller, on va avancer sur cette introduction parce qu'on a encore beaucoup de choses à dire, mais pour rejoindre Dr Kwame dans ses propos, enfin rejoindre, je ne prends pas de parti, mais pour compléter, si je veux dire, poursuivre son argumentaire, je rappelle que nous sommes dans un régime présidentiel qui donne beaucoup de pouvoir au chef de l'État et on a l'impression que s'il n'intervient pas personnellement, rien ne se passera. Alors, ce que je voulais qu'on note, dans tous les pays cités en exemple, d'abord en Afrique, en prenant le Rwanda, en Asie, en prenant la Corée, oui. Dans tous les pays cités en exemple en matière de promotion de bonne gouvernance, il y a eu d'abord une volonté clairement affichée du dirigeant. La question de la lutte contre la corruption, la promotion de la bonne gouvernance est une question d'abord politique. C'est d'abord ça. Et en Côte d'Ivoire... Je ne suis pas d'accord. Bon, c'est votre point de vue. Laissez-le finir, vous allez nous dire pourquoi. C'est votre point de vue. Dans tous ces États où nous avons eu des retours, où nous avons fait des missions d'immersion, la question une question d'abord de volonté politique. Je voulais préciser que la lutte contre la corruption en Côte d'Ivoire, même la corruption en Côte d'Ivoire n'a pas commencé aujourd'hui. Seulement qu'aujourd'hui, il y a eu un coup d'accélérateur au vu des chiffres qu'on a et au vu de l'ambition. Après 10 années d'importants progrès, il est important de consolider cela par la bonne gestion des finances
public. Alors pourquoi vous n'êtes pas d'accord, messieurs? Non, je voulais juste dire que tout à l'heure, le docteur a évoqué un élément important, il a parlé de moralité. C'est-à-dire que si on devait définir la bonne gouvernance, on pourrait dire simplement qu'elle consiste pour quelqu'un qui a un pouvoir public et qui a accès à des ressources publiques, de les gérer dans l'intérêt exclusif de la nation et des populations. Quand on a posé ce postulat, on peut maintenant mener le combat contre ceux qui sont dans une dynamique qui est contraire à cette volonté d'agir dans l'intérêt des populations. Et donc, pour qu'il a dit, il a utilisé le mot, la volonté politique est un élément important dans la lutte contre la corruption. Si le déclencheur vient du pouvoir public, du pouvoir suprême, qui décide que de telles pratiques doivent prendre fin, je pense que toute la chaîne va être irriguée et un certain nombre de choses vont prendre fin. Mais s'il n'y a pas une vraie volonté politique là derrière, effectivement, ça ne peut pas bouger. Docteur Kwame, en fait, je voulais dire que dans une partie des pays que nous avons étudiés, la volonté politique est venue après le refus des citoyens d'accepter des services publics et des infrastructures sociales faibles. C'est-à-dire que dans certains pays, les citoyens ont acquis la volonté politique. C'est-à-dire qu'il y a des citoyens qui ont dit « on est trop pauvres, on n'a pas d'école, on n'a pas d'eau, on n'a rien du tout ». Ils se sont plaints, d'autres ont marché, d'autres se sont fait tuer. Et c'est après que le politique est venu. Si vous regardez bien de manière diachronique ce qui se passe, vous n'avez qu'à taper Google, vous verrez en 2017, vous verrez en 2012, quand l'éléphant déchaîné publiait ce qui se passait. On est ensemble depuis très longtemps, il lançait quelque chose. Donc, ce que je veux dire, je suis content aujourd'hui que le chef de l'État puisse annoncer lui-même que trop c'est trop, il faut y aller, par son discours du 26 janvier. Mais si vous regardez en arrière, vous verrez que les uns et les autres, sans les citer ici, ont eu du mal, premièrement, à dire que ce pays était gangréné par la corruption. Ne serait-ce que l'acceptation de cela, nous avons mis 4 ans, 5 ans. C'est ce que je voulais dire. Donc, beaucoup de personnes ont dit, il est là, hein, il est témoin, c'est un témoin historique, personne ne peut... Voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est aussi bien, effectivement, que le débat soit lancé du plus haut niveau hiérarchique de l'État de Côte d'Ivoire. Alors justement, on va parler de la probité des élus, des hauts responsables et fonctionnaires. La bonne gouvernance est une priorité pour le gouvernement. Il y a 3 mois, le Premier ministre Patrick Kachi a réaffirmé l'engagement du gouvernement à moraliser la vie publique. Plusieurs actions ont été menées dans ce sens. Faisons le point avec Delphine Blas. La bonne gouvernance au cœur de l'action gouvernementale. Elle reste une priorité pour l'État. Sur la question, la volonté du gouvernement ivoirien de faire de la bonne gouvernance un pilier de l'action gouvernementale s'est manifestée par la création et la mise en place de plusieurs organes, notamment la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, qui est une autorité administrative indépendante, et la création d'un ministère de la promotion de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. C'est une obligation de déclarer son patrimoine. C'est une obligation de transparence. Avant d'entrer en fonction, qu'est-ce que tu avais comme patrimoine? À la sortie de fonction, qu'est-ce qu'il y a comme patrimoine? Cela permet d'assurer une traçabilité et voir s'il n'y a pas eu entre les deux d'actes d'enrichissement illicite. Il faut aussi citer plusieurs actions dont l'objectif est de contribuer à asseoir une gouvernance efficiente au sein de l'administration publique. Avant les audits commandités en 2020 au sein de cette entreprise, notamment l'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, la Société de développement des forêts, la SODEFOR, la Poste de Côte d'Ivoire, la Société de gestion du grand marché de Treichville, la Société nationale de développement informatique, la SNDI, la Société des transports abidjanais, la SOTRA, l'Agence de gestion foncière, AGEF, la Haute Autorité pour la bonne gouvernance avait saisi en 2018 le parquet ivoirien de 15 dossiers portant sur des dizaines de milliards de francs CFA. Cette volonté de transparence a conduit le gouvernement ivoirien à élargir les enquêtes à toutes les sociétés étatiques et les EPN. Alors, 8 novembre 2021, première conférence du Premier ministre sur la question, Patrick Kachi a réaffirmé l'engagement du gouvernement à moraliser la vie publique. Il souligne que concernant les audits, le processus est irréversible et ira jusqu'à son terme. Avec le ministre en charge de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, ainsi que d'autres ministères, il a été décidé de mettre en place dès janvier une plateforme de dénonciation, j'allais dire, pour l'utiliser comme ça. C'est une plateforme où de façon anonyme ou volontaire, on peut envoyer des mails, on peut envoyer des appels
voilà telle personne, tel administratif indélicat qui a fait ça, qui m'a dit ça. On regarde, on vérifie, on check, on va sur le terrain, on va regarder. Ça va être un travail, c'est une véritable équipe qui va être derrière pour s'assurer que les dispositions qui sont prises par l'État pour améliorer les conditions de vie des populations, s'il y a des indélicats qui ne sont pas prêts à respecter ces règles-là, ces personnes puissent être identifiées, puissent être sanctionnées. En matière de justice, et en lien direct avec nos enjeux de promotion de la bonne gouvernance, une justice républicaine, efficace, qui participe à la paix civile comme à celle des affaires économiques, est une donnée essentielle. Le chef du gouvernement a reçu les encouragements du chef de l'État le 5 novembre dernier lors de la célébration de la Journée nationale de l'excellence. Mieux, le président Alassane Ouattara a insisté sur la nécessité de poursuivre la moralisation de la vie publique. Des efforts qui marquent la volonté du chef de l'État de donner une nouvelle orientation à la bonne gouvernance en Côte d'Ivoire. En revanche, entre la volonté de lutte contre la corruption et les infractions assimilées, de nombreux défis restent à surmonter. Malgré les difficultés, les lignes ont tout de même bougé. La Côte d'Ivoire a obtenu des points en termes de lutte contre ce fléau qui ronge le développement du pays. Même si ce mal pernicieux qu'est la corruption reste encore endémique et présente dans tous les secteurs d'activité. Alors, comme rappelé dans l'élément, on assiste actuellement à une vague d'audits très médiatisée, mais ça fait quand même 10 ans que le chef de l'État est au pouvoir. Pourquoi seulement maintenant? Alors, je précise que la lutte contre la corruption, je le disais d'entrée de jeu, n'a pas commencé maintenant. Elle a juste connu un coup d'accélérateur. Je rappelle déjà qu'il y a eu 2 lois en 1977 sur la répression de la corruption et une loi de juillet 1981. En 1977, il n'était pas aux affaires. Non, je viens. J'explique que la lutte contre la corruption n'a pas commencé maintenant. C'est ce que je suis en train d'expliquer. Non, je parle de ce Je viens. du gouvernement. J'explique que ça va être maintenant. Je rappelle que dès son accession à la majorité supérieure en 2011, le chef de l'État avec le gouvernement, avec 14 axes stratégiques de relance de la Côte d'Ivoire, dont le 14e point, le 14e axe stratégique était justement la question de la bonne gouvernance. En 2011 encore, il y a la signature de la charte d'éthique du gouvernement, dont le 5e point concerne la promotion de la bonne gouvernance. En 2013, la création de la HABG. En 2012, l'adhésion aux conventions des Nations Unies contre la corruption et de l'Union africaine. En 2016, nous avons eu la création nous avons la loi sur le code de transparence des finances publiques. Nous avons eu également en 2016 la loi sur le blanchiment des capitaux et la lutte contre le terrorisme. En 2017, on a eu le pôle économique et financier. Et en 2021, on a eu la chance sociale et crime. Donc, c'est tout un processus qui a envoyé aujourd'hui la Côte d'Ivoire à obtenir ces bons points de perception, de notation, comme on a dit, avec évidemment ce que j'ai dit, les chiffres que j'ai donnés au début ont permis à le chef de l'État de prendre encore, donner un coup d'accélérateur à cette politique. Mais peut-on éventuellement mettre ces contrôles aussi à l'actif d'éventuelles pressions des bailleurs de fonds qui sont soucieux du respect de certaines conditionnalités de ces financements? Vous pensez que c'est une piste Non, moi je pense qu'on n'a pas à attendre que des bailleurs de fonds viennent mettre la pression sur un État pour qu'il prenne conscience que quand on s'engage dans telle direction, quand on laisse la corruption prospérer, on tue le pays. Et donc, c'est vrai que les bailleurs de fonds ont des critères de notation, ont des critères de décaissement par rapport à la transparence, la traçabilité des finances, mais un État responsable n'a pas à attendre qu'on lui mette pression avant de commencer à agir. Et je pense qu'il a rappelé, c'est tout un processus qui a été mis en place depuis des années, qui permet aujourd'hui d'aller à d'autres phases plus pratiques dans la lutte contre la corruption et qui sont plus perceptibles pour les populations. Et peut-être qu'il y a 10 ans aussi, le pays avait d'autres, pas priorités, mais sortait d'une situation peut-être plus critique. Oui, tout à fait. Qui rendrait difficile. Nous étions dans la phase de la renaissance de la Côte d'Ivoire avec toutes les crises ponctuées par la crise ponctuelle de 2010. Alors le 25 novembre dernier, l'Inspection générale de l'État a remis au président de la République son rapport d'activité couvrant la période de 2018 à 2020, relevant de nombreux dysfonctionnements. On va en citer quelques-uns. Des cadres cumulant des postes de directeur et chef de service sans aucune nomination officielle. Je vais même m'adresser à vous, Monsieur Soro. Comment est-ce possible qu'une personne occupe ces postes sans que la direction générale ou le ministère de la fonction publique n'en ait connaissance? Dans notre pays, on peut être directeur quelque part, chef de service dans une autre institution, sans que vous le sachiez. Il faut d'abord savoir que nous gérons les fonctionnaires. L'exemple que vous citez concerne quelle structure?
parce que nous sommes le ministère de la fonction publique. Nous gérons donc ce qui concerne les fonctionnaires. Donc si effectivement vous avez une structure qui est dirigée, et c'est possible, hein, par des personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire, nous pouvons ne pas être effectivement informés de cette nomination, puisque nous ne gérons pas sa carrière. Mais sinon, ceux qui gèrent et ceux qui sont fonctionnaires et que nous avons donc dans nos fichiers, lorsqu'ils sont nommés, nous sommes informés parce que tout cela impacte leur carrière et c'est nous qui sommes chargés en tant que ministère de la fonction publique de prendre en compte tout ce qui concerne les affaires. Alors qui peut vérifier qui peut vérifier? On doit attendre que l'inspection générale d'État fasse des enquêtes. Parce que là, ça vient du dossier, du rapport même de l'inspection générale d'État. C'est ce que j'ai dit. Si la personne est fonctionnaire, nous, on a l'information systématiquement, puisque l'acte de nomination nous est transmis. Si c'est un directeur, le décret nous est transmis. Donc nous sommes informés, puisque nous prenons même en charge le volet, on dit l'indemnité attachée à la fonction à laquelle l'intéressé est nommé. Donc nous avons cette information. Mais si la personne n'est pas fonctionnaire, nous n'avons pas l'information parce que nous ne gérons pas sa carrière. Voilà, c'est ce que je dis. Vous voulez répondre rapidement? Oui, je voulais juste ajouter pour dire qu'au-delà de la question de la vérification de la qualité de fonctionnaires ou d'agents de l'État donc soumis au contrat BINET qu'on connaît, cela prouve, comme je dis, la question de la transparence dans la gestion des affaires publiques. Que le chef d'État dise publiquement ce qui ne va pas dans son administration, c'est faire preuve manifestement de bonne gouvernance. Alors, il y a aussi des membres des conseils d'administration toujours en poste malgré la fin de leur mandat. Là aussi, doit-on attendre l'intervention d'une institution de contrôle pour dire à ces gens de partir? Non, il y a quand même une certaine complaisance. Oui, mais on est obligé d'attendre. Cela relève un peu du contexte dans lequel nous évoluons, qui est très politisé. Et donc, certains postes sont occupés par des cadres des partis politiques et par conséquent, lorsque leur mandat finit, lorsque leur mission se termine, on a tendance à le proroger parce que dans une région ou bien dans un département, ce cadre-là joue un rôle important. Et donc, il faut le maintenir à son poste pour qu'il ait plus d'autorité dans sa zone pour pouvoir continuer à soutenir le parti. Vous avez même les cas des préfets qui sont arrivés à l'âge de la retraite, qui sont maintenus 1 an encore, 2 ans, voire 3 ans, alors qu'il y a d'autres préfets qui sont d'autres cadres qui sont en attente. Tu peux monter à ces postes-là, mais certains sont maintenus parce que politiquement, ça a un sens. Et tout ça fait que le combat contre la corruption prend chaque fois du plomb dans l'aile parce que la pesanteur politique est trop forte dans notre pays et fait que parfois les décisions sont très difficiles à prendre. Même au niveau même du chef de l'État, moi j'ai beaucoup enquêté sur cet environnement-là, il y a des situations dans lesquelles le chef de l'État lui-même peut se retrouver ou il peut se retrouver avec les mains totalement liées par rapport à une décision qu'il doit prendre et le contexte politique dans lequel il évolue fait qu'il ne peut pas prendre la décision. Donc la chose même est souvent plus forte que le chef de l'État lui-même. Il y a un combat à mener. En fait, une solution à ce type de problème a été trouvée par l'État lui-même et beaucoup de citoyens ne le suivent pas. C'est l'OGP, Open Government Partnership, qui est une initiative qui demande à toute l'administration publique, premièrement, d'avoir un site Internet et de publier l'état des fonctionnaires et des agents de l'État. Fonctionnaires, c'est plus facile, monsieur le directeur, à cause de la carrière et tout, c'est un peu tracé. Quoique, des audits ont montré à un certain moment de la vie politique qu'il y avait 300 000 fonctionnaires fictifs et tout. En tout cas, il y avait des chiffres qui ont circulé. Donc, l'idée derrière de pouvoir laisser des directeurs généraux, des présidents de conseil d'administration, peut être résolue si nous tous nous rentrons dans ce que nous on appelle le projet d'indicateur dynamique de transparence. C'est un projet simple qui permet, à travers toutes ces lois-là qui demandent des obligations aux fonctionnaires, de tracer institution par institution la liste de ceux qui y travaillent. On va jusqu'au salaire, ce que le directeur général, le ministre, le maire, le président du conseil régional doit publier. Et c'est un projet qui est bouclé, c'est en route pour le ministère de la Promotion et la HAGB pour qu'ensemble on puisse faire ce travail. Sinon, la loi et les dispositions existent pour que cela ne se fasse pas. Mais c'est tellement lourd et par le passé, l'État n'était pas parti à cette initiative, l'OGP, donc il n'y avait pas d'obligation qui pesait sur la tête de tous ces responsables-là de publier la liste de leurs fonctionnaires, de publier leur état. Pour la fonction publique, régulièrement, il y a des audits qui sortent les brebis galeuses, mais pour les autres fonctionnaires de l'État, il n'y en avait pas jusqu'à ce que l'État vienne de nous donner ce pouvoir-là qui date de 2015. Assaï Timokou, l'éléphant déchaîné a publié en 2019 un article accablant sur la Cour des comptes. Et
une partie de l'équipe dirigeante est encore en fonction. Vous leur reprochiez à l'époque? Quelles étaient les accusations? Vous savez que la Cour des comptes est l'organe, j'allais dire, suprême de contrôle des finances publiques en Côte d'Ivoire. C'est une institution à part entière. À l'époque, c'était une chambre. Depuis la loi de 2000, la Constitution de 2000, c'est devenu une institution. En 2016, ça a été renforcé avec un double statut maintenant de contrôle des finances publiques, mais aussi de contrôle des comptables publics. Et donc, pour nous, j'allais dire, c'est la crème du contrôle financier en Côte d'Ivoire. Et elle a le pouvoir de faire des contrôles in situ, même aller jusqu'à dans les structures pour aller contrôler sur pièce ce qui se passe. Donc, pour nous, une telle institution doit être au-dessus de tout soupçon. D'accord? Ces travailleurs, ces agents, ces dirigeants doivent être au-dessus de tout soupçon. Et quand, en tant que journalistes, nous découvrons, à travers cette enquête qu'on a publiée avec un titre assez évocateur en disant que la Cour des comptes est étranglée par la mauvaise gouvernance, c'était en 2019 qu'on a publié ça, on avait vu qu'il y avait des dysfonctionnements en matière de gouvernance financière au sein de la Cour des comptes que nous avons relevés. Bon, on pensait qu'il allait y avoir une suite à cette enquête-là. Malheureusement, il n'y a pas eu de réaction. Et donc, les dirigeants sont encore à leur place. Peut-être qu'après notre enquête, des contrôles ont été faits. Peut-être que des décisions ont été prises pour mieux gérer. Mais on n'a pas d'autres informations là-dessus. Mais en tous les cas, en 2019, on avait compris qu'il y avait des choses qui ne se passaient pas bien à la Cour des comptes. Mais justement, dans mes souvenirs sur l'enquête, on parlait de sommes astronomiques, des budgets pour des primes, voilà, qui avaient augmenté... Des primes qui augmentent, j'allais dire, de façon astronomique, au-delà des normes fixées par des décrets. Et tout ça, ça se passait dans cette institution. Bon. Alors, quand vous nous avez dit que les journalistes sont indispensables à la bonne gouvernance. Quand un confrère, un journal d'investigation sort ce type de dossier, c'est quoi la suite? Vous vous en accaparez? Non. Quelle suite est donnée? Alors, je veux d'abord préciser que en ce qui concerne ce que le DG a dit sur le contexte dans lequel le chef de l'État évolue, il faudrait qu'on relativise les choses. Dire aujourd'hui que le chef de l'État a les mains liées par certains de ses membres de sa famille politique, non. Le chef de l'État, on l'a vu, fait bien la différence entre la gestion des affaires de l'État et les partis politiques. Et de souvenance, il n'y a jamais en Côte d'Ivoire cette manifestation claire du président de la République de lutter contre quel que soit le bord, quelle que soit la personne qui met ce... Pour revenir à la question de la Cour des comptes. Sur ce que vous venez de vous dire, c'est peut-être pas que le cas en Côte d'Ivoire, mais ça s'adresse à l'exécutif dans tous les pays. Le chef de l'État jouit d'un pouvoir discrétionnaire qui lui permet de nommer qui il veut à la tête de n'importe quelle institution. Et c'est légal, hein. Oui. Mais même légal, ça ne pose pas une question morale et éthique, parce que parfois on a l'impression que ce sont des récompenses politiques, ces nominations. C'est un peu ce qu'il disait. C'est des jugements subjectifs, c'est des jugements de valeur. Une fois que vous reconnaissez... Mais c'est des questions que les gens se posent. Que la loi, une fois qu'on reconnaît que la loi donne autorité, possibilité au chef de l'État de nommer quelqu'un, vous savez, en droit, tant qu'un fait n'est pas juridiquement incriminé, donc punissable, il peut être moralement répréhensif, mais tant qu'il juridiquement n'est pas... Le chef de l'État, vous avez dit, il a le pouvoir de nommer, mais en même temps, il a l'obligation de redevabilité envers l'État de Côte d'Ivoire et des citoyens. Et je pense que le chef de l'État le fait très, très clairement lorsqu'il y a un cas, je vous l'ai dit, c'est la première fois en Côte d'Ivoire où le président de la République monte au chrono, dénonce les défenses de son administration, met en mission les gestionnaires des sociétés d'État, même en mission ses ministres. C'est la première fois en Côte d'Ivoire. Donc ça déjà, il faut saluer cela. Le chef de l'État évolue dans un cas tellement légal. Alors, si on veut faire les choses dans l'institutionnel, on le fait. Si on veut faire dans la question politique, là on rentre dans les questions de jugement, des questions subjectives. Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Dans un monde idéal, ce que vous dites est parfaitement vrai. Mais quand je dis que l'environnement politique est tel que parfois les chefs de l'État eux-mêmes sont dans une situation où ils ont du mal à prendre cette décision, c'est une vérité absolue. Non, je ne conteste pas cela, mais voilà. Le chef de l'État, il peut être dans cette situation, mais il a au moins le courage, on l'a vu, de prendre cette décision. Non, mais je ne dis pas le contraire. Des hauts cadres de son parti, on l'a vu, ont été limogés, suspendus. Je ne dis pas le contraire. Ce que je veux dire, c'est que le contexte... Donc il n'a pas forcément les mains liées par rapport à ça, mais l'intérêt de la nation prime justement sur les intérêts des partis politiques. Ce que je dis est que la puissance de la politique dans des pays comme le nôtre est si forte que parfois le système lui-même ne peut pas lutter contre lui-même. Le contexte politique dans lequel nous évoluons fait que des cadres à des postes stratégiques
même quand on a des informations selon lesquelles il gère mal les ressources publiques, en tant qu'autorité centrale, on prend du temps avant d'agir. Parce que ça peut avoir des conséquences politiques énormes. Et donc, ce contexte a aussi un élément à prendre en compte. C'est vrai que peut-être que vous ne voyez pas, mais comme ce dont je parle, je sais de quoi je parle. La dernière fois, j'ai discuté avec... Je comprends. Voilà. Je vais aller citer d'autres pays. Mais je finis ce que je veux dire. Quand aux États-Unis, oui. ou même quand en France, quand M. Chirac vient au pouvoir et qu'il prend sa fille Claude Chirac pour mettre à l'Élysée, qui gère pratiquement l'Élysée, vous pensez que cela est bon pour les pays européens et c'est mauvais pour nos pays? Non, c'est pas ça que je parle. Donald Trump. Non. Pourquoi vous voulez... C'est pas de cela que je parle. C'est pas de cela que je parle. Personne ne dit que c'est un problème spécifique à la Côte d'Ivoire. C'est pour l'exécutif dans le monde entier. Je ne parle pas de ce qu'on nomme une sœur ou bien un ami. Tout est question de compétence. Est-ce que la personne est compétente pour agir? Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Je dis que le contexte politique dans lequel nous évoluons, chez nous ici, est tel que les présidents, parfois, peuvent se retrouver dans des situations où, pour prendre une décision de sanction, ils réfléchissent pas 2 fois. Parce que les conséquences politiques peuvent être graves pour lui quand il agit. Donc tout ça, c'est des pesanteurs contre lesquels il faut lutter. Et donc il faut donner la force au chef de l'État, par les nominations qu'il fait lui-même, de dire que ceux que j'ai nommés ont une moralité à toute épreuve et par conséquent, on peut avoir confiance en eux en tout temps. Parce qu'aujourd'hui, il y a un contexte. Des audits ont été réalisés, des directeurs de sûreté ont été démis de leur fonction. Pourtant, cela a été nommé par... Et l'opinion attend que si les gens ont été démis avec toutes les rumeurs qui courent sur les montants présumés détournés, si ces personnes ne sont pas encore poursuivies pénalement, ça veut dire qu'il y a... Alors justement, et c'est là qu'on fait erreur. Vous savez, le temps des citoyens, des usagers n'est pas le temps de l'administration et de la justice. Oui, mais... Alors, en matière, je voulais qu'on soit très clair. Je comprends. En matière de détournement de deniers publics, les procédures sont très claires. On a des procédures d'abord administratives, disciplinaires, qui ont été faites, qui sont en cours. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, le pôle pénal économique et financier est en train de travailler. Les affaires sont en instruction. Ne prenons pas les rumeurs des gens. Non, ce n'est pas ça que je parle. On a quand même des... C'est pas des rumeurs, il y a quand même des révocations. Oui, il y a des révocations qui sont très claires. Non, qui n'ont pas encore fait l'objet de poursuites. Laisse-moi finir. Judiciaire. Je parle de ce que l'opinion, le ressenti de l'opinion. Quand on va sur les réseaux sociaux, écouter les Ivoiriens, c'est de quoi il... Mais je sais de quoi il s'agit également. Je sais qu'il y a des audits qui n'ont pas une finalité pénale. Et que ça peut permettre aux politiques de prendre des décisions de correction. Donc ça ne finit pas forcément devant un tribunal. Mais quand dans un contexte où on dit on va lutter contre la corruption, que toutes les personnes... Vous savez qu'à l'époque, il y a un premier ministre qui avait dit ici que des magistrats, par exemple, iraient en prison. L'élément sur YouTube. Donc, des magistrats iraient en prison. Ça veut dire que l'État de Côte d'Ivoire était prêt à sanctionner des magistrats, à les faire juger et à les faire condamner pour corruption. Mais quand une telle décision est prise et qu'on sait tous que des magistrats sont sanctionnés dans l'exercice de leurs fonctions et que par derrière, la sanction pénale ne tombe pas, devant l'opinion, ça crée un ressenti qui ne cadre pas avec la... Mais justement, il faut juste éduquer l'opinion sur les questions de procédures administratives et de procédures judiciaires pour ne pas justement que l'opinion tombe dans des rumeurs, dans des débats qui ne sont pas vrais. Il faut juste éduquer l'opinion sur ce sujet. Si vous permettez, on va poursuivre sur cette question d'audit avec des exemples concrets. Depuis l'été dernier, on assiste donc à cette vaste opération main propre au sein des entreprises d'État. Elle a déjà conduit au limogeage ou à la suspension de plusieurs directeurs, dont le patron du fonds d'entretien routier, le FER, ou encore de l'Agence nationale du service universel des télécommunications et tant d'autres. Monsieur Soro, déjà, dites-nous à quoi correspondent ces sanctions administratives et quels sont les faits incriminés qui les déclenchent quand on parle de limogeage, de révocation, de suspension. Oui, merci. Je pense qu'on l'a dit dans les échanges tout à l'heure entre M. Assalé et mon voisin. En réalité, le chef de l'État, il est dépositaire donc du pouvoir exécutif. Il nomme qui il veut, au poste qu'il veut, et il peut également vous relever de vos fonctions, même en dehors de toute procédure d'audit, etc. Donc, ce n'est pas ça qui pose tant de problème. Maintenant, effectivement, dans le cas d'espèce, c'est des audits qui ont été commandités et qui ont révélé effectivement des dysfonctionnements. Et le chef de l'État a pris en toute responsabilité les décisions de relever ces personnes des fonctions. Donc, dans un premier temps, c'est des mesures administratives qui consistent donc à relever... Mais à quoi elles correspondent ? À quoi voilà, quels sont les faits incriminés? À partir de quand on suspend, on révoque, on limoge un fonctionnaire? Oui, il n'y a pas un catalogue qui dit à partir de quand on le fait. C'est une appréciation de l'instant. Et je l'ai dit, ça peut même se faire en dehors de toute récrimination, en dehors de tout fait répréhensible. Mais lorsqu'il y a un audit et qui révèle des dysfonctionnements graves, évidemment, le chef
ne peut pas laisser passer une telle situation. Il prend une mesure. Et la mesure immédiate, qui est administrative, consiste donc à relever la personne, donc à la mettre en dehors du système. Et comme il a dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de poursuite. Justement, est-ce qu'il y a des sanctions, est-ce que ces sanctions administratives sont systématiquement accompagnées de sanctions judiciaires si, bien sûr, les faits sont avérés? Non, sur la question, je voudrais préciser qu'aussi bien les textes de l'UGE que les textes de la Cour des comptes se limitent à des sanctions administratives et à des sanctions disciplinaires. Justement, c'est pour cela qu'il y a eu la création du pôle pénal économique financier qui d'ailleurs a connu renforcement de ses pouvoirs avec un projet de loi du 26 mai 2021 qui aujourd'hui sera une institution judiciaire pratiquement indépendante où on a un parquet, où on a le pôle économique et financier et on a une chambre spécialisée en matière criminelle. Quand vous lisez les thèmes qui ont mis fin aux fonctions de ces dirigeants sociaux, vous voyez tantôt on parle de suspension, tantôt on parle de limogeage. Donc tous ces thèmes ont un sens en droit. Tous ces thèmes ont un sens en droit. Oui, mais là, ce sont des sanctions administratives. Moi, je m'intéresse aux sanctions judiciaires. Docteur Kwame, est-ce que, à votre connaissance, à l'issue des audits et après ces sanctions administratives, il y a des poursuites judiciaires, encore une fois, si les faits sont avérés? En principe, il devait en avoir, mais pour le moment, nous n'en avons pas. Dans aucun de ces dossiers? À aucun de ces dossiers, pour le moment, on n'a aucune information de poursuite pénale. Alors, je voudrais préciser que la poursuite pénale répond, donc, comme toute procédure judiciaire, à des critères. Ben oui. Bien sûr. Voilà. C'est pas parce que, je l'ai dit, je le disais, c'est pas parce qu'on dit M. X, directeur de Y société, est accusé de détournement de deniers publics, qu'automatiquement, le parquet, dont le procureur peut se saisir de l'affaire. Nous sommes dans un état de droit. Je suis d'accord, mais dans un état de droit, les gouvernants et les gouvernants sont assujettis aux mêmes lois. Là, on ne parle pas d'un article sorti dans la presse. On parle d'audits commandités par l'État avec des résultats remis au plus haut sommet de l'État et une décision administrative quand même conséquente. On ne révoque pas, on ne limoge pas quelqu'un sans qu'il y ait un début. Voilà. Ouais. Bon, le rapport qui a été publié en 2019 par l'éléphant de Chine. Je veux rappeler qu'on vient de connaître l'affaire des Pandora Papers. Tout à fait. Est-ce à dire que lorsque j'ai eu ce consortium de journalistes d'investigation qui a eu l'affaire des Pandora ou des Pandora Papers, est-ce à dire que toutes les personnes mises en cause dans ces affaires ont été respectivement dans les pays automatiquement interpellées, arrêtées et jugées? Non. Voilà. Mais là, donc, ce n'est pas parce que journalistes. Ce n'est pas parce que. Ce n'est pas parce que. On parle de ce n'est pas parce que. Non, oui. Les médias, au thème de l'article 26 de la loi 660 du 13 septembre 2013, les médias, la société civile participent justement à cela. C'est de leur rôle. Bien sûr. De le faire. Mais quand ils le font dans un état d'étroit, les autorités compétentes apprécient les choses selon la loi en vigueur. Ce n'est pas parce qu'on publie un fait dans un journal qu'automatiquement, il doit y avoir des sanctions forcément judiciaires. Non. Vous parlez de la presse. Souvenez-vous, en 2018, un rapport confidentiel de l'Union européenne ayant fuité dans la presse, justement, évoquait, je cite, l'enrichissement parfois spectaculaire ces dernières années d'une classe dirigeante dans notre pays. Déjà, comment ce rapport a-t-il été accueilli? Si mes souvenirs sont bons, ça fait un tollé. Si mes souvenirs sont bons... Non, moi, je pense que déjà, il faut saluer cette volonté de faire des audits, de les médiatiser et de prendre des sanctions. Mais est-ce qu'ils ne sont pas surmédiatisés? Non, j'arrive. Mais c'est important que la population sache qu'il y a une volonté de mettre la transparence dans la gouvernance publique. Et donc, le fait qu'il y ait des audits dont on parle, qu'on annonce et qui se font effectivement, qui aboutissent à des révocations de personnes qui sont autour des postes, c'est déjà une sanction morale. Quelqu'un qui a un poste de responsabilité, il est audité. À la suite de l'audit, sur la base d'un rapport provisoire, il est sanctionné administrativement. C'est déjà une sanction. Moralement, déjà, c'est fort. Maintenant, la suite pénale, c'est une autre procédure, comme il le dit. J'ai fait un peu de droit, je sais de quoi il s'agit. On ne met pas les gens en prison sur la base de simples soupçons. Il faut des éléments qui permettent d'apprécier en droit et en fait ce qui se passe. Donc, j'ai fini. Allez-y. Je veux dire que, comme il a dit, effectivement, j'ai dit que l'opinion ressent ça comme
des choses qui se passent et les gens ne sont pas sanctionnés. Ouais. Mais je veux dire, le rapport dont on parle, parfois il y a eu accès à ce genre de rapport-là, notamment un rapport sur l'ANSUT, qui a permis de suspendre le DG de l'ANSUT. Ce rapport, je l'ai vu. Mais quand moi je l'ai lu, ce rapport, je me dis, si ce n'est que ça, on a fait beaucoup de bruit pour rien, en fait. Voilà. Mais c'est à ça que j'allais en venir. Je veux dire, ça aussi. Voilà. Je veux dire, parfois, on s'interroge sur les conséquences alors, qui monsieur sont Saleh faites. Tumoko, vous êtes peut-être voilà. le moins bien placé pour dire ça. Mais justement. Vu les enquêtes dans vos journaux. Non, mais attendez, j'ai le droit d'apprécier, en fait. Oui, mais laissez-moi finir ma question. Voilà. Laissez-moi finir ma question. Voilà. Si vous pensez que ces rapports provisoires ne méritent pas des sanctions administratives et a fortiori encore moins pénales, il y a une sanction aussi médiatique. On assiste à des procès médiatiques et on jette le nom des gens en pâture, on les met à la vindicte populaire. Alors, il faut prendre ses responsabilités en amont et pas... Donc, on revient à ce que j'ai dit au départ, la transparence dans les procédures. Voilà. C'est clair. Dès que les procédures commencent, que ce soit le ministère public, au-delà du secret de l'instruction, doit pouvoir publier régulièrement, comme ce que le procureur faisait, comme ce que le procureur militaire faisait. Donc, en ce sens-là, en donnant de l'information aux citoyens, aux journalistes et à l'opinion, on règle le problème de ce qui se passe comme procès médiatique sur les réseaux sociaux. Très souvent, c'est le manque d'information. Absolument. L'intorse. Absolument. Bon, je voudrais qu'on revienne sur la confidentialité. C'est un peu le propos de notre sujet. Je vous propose d'écouter l'inspecteur général d'État qui a lancé donc ses activités. Monsieur Théophile Awan Doli insiste sur la confidentialité de ses rapports d'éditeurs. Des extraits de rapports de mission quelquefois sortis de leur contexte et même des rapports de mission tout entiers se sont retrouvés dans la presse, avec bien souvent une exploitation tendancieuse. Il me plaît de préciser à cet effet que la communication et l'exploitation de rapports de mission devaient se faire dans le respect de la loi et notamment les textes qui en organisent les modalités et les formes. Nous devons ainsi, dorénavant, éviter que des pans entiers des rapports de mission se retrouvent sur la place publique. Voilà. Donc, tout le monde est d'accord avec ces propos. On est d'accord. On n'a pas à publier ces rapports d'audit, mais vous voulez de la transparence, donc c'est à qui? C'est à vous de nous les J'ai dit, mettre à disposition. la loi, l'article 57 régissant l'IGE est très clair sur la question de la publication des audits. Lorsque les rapports d'audit sont faits, ils sont donnés prioritairement, principalement au chef de l'État, avec copie auprès des institutions que j'ai citées tout à l'heure, et avec une synthèse de ces rapports aux médias à des fins de publicité. Donc c'est une question de transparence aussi. Donc la loi fait obligation de mettre ces documents à disposition et c'est pourquoi l'État a créé ce qu'on appelle la KIDP, la Commission d'accès à l'information publique, pour que tout le monde ait justement accès aux documents d'intérêt public. Alors, parler de documents, il y en a un qui va nous intéresser, c'est la déclaration de patrimoine qui est prescrite par la Constitution en son article 41 et contribue à prévenir les détournements de deniers publics, les blanchissements de capitaux et l'enrichissement illicite. Déjà, qui doit déclarer son patrimoine et quoi doit-on déclarer, Monsieur Kwame? Bon, la loi est claire là-dessus, de l'article 5 à l'article 10, la loi égrène toutes les autorités qui doivent déclarer. Je pense que là n'est même pas le problème en ce sens que la haute autorité vient encore d'ajouter 1023 personnes qui rentrent encore dans le cadre de la déclaration. Les seules limites de cette déclaration en l'état actuel des choses, c'est que la loi nous dit qu'au 31 décembre de chaque année, l'année N+1 au plus tard le mois de mars, la liste nominative des déclarants, sans le détail des déclarations, est publiée au journal officiel. Jusqu'à ce jour, de 2015 à aujourd'hui, nous n'avons pas pu mettre la main sur la liste nominative qui serait au journal officiel. Premier problème.
Oui, le premier problème, bon, là, déjà, on voulait savoir qui doit déclarer à quel moment. Le timing est important. À quel moment on déclare? Pour ajouter, les personnes assujetties, en plus du chef de l'État, des présidents d'institutions, des élus, entendez pas élus, présidents de conseils régionaux, mairies et tout ça, aujourd'hui, comme il a dit, l'assiette des personnes déclarant s'est élargie aux magistrats et à toute personne détenteur d'investir un pouvoir public comme l'article 41 de la Constitution. Et le timing. Le timing, on déclare le patrimoine 30 jours après le vote entré en fonction, que vous soyez élu ou nommé, et 30 jours après la cessation de votre fonction, vous devez également déclarer. Pour ceux qui sont nommés en cours de l'année civile, ils ont l'obligation également de déclarer leur patrimoine. Voici les dispositions légales en la matière. Alors, vous parlez de transparence, et effectivement, j'ai recherché aussi cette liste de déclarants, à la fois sur le site de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance et le journal officiel, parce qu'il doit d'abord être publié au journal officiel, et c'est inexistant et ça dépend du secrétariat général du gouvernement. Là aussi, on se dit qu'on ne va pas au bout de la logique. Non, je veux dire, la loi sur la déclaration du patrimoine fait l'obligation à la HABG, pas forcément... De produire, mais... Et de publier. C'est la haute autorité. C'est le journal officiel qui doit d'abord publier. Aujourd'hui, vous allez sur le site de la Haute Autorité pour la bonne gouvernance, vous trouverez les statistiques de déclaration du patrimoine de 2015 à décembre 2021. Les statistiques, je les ai. Voilà. Elles sont là. Je parle de la liste des déclarants. Qui a déclaré ses la loi sur la déclaration patrimoine ou pas? De patrimoine la loi de 2014 de l'HABG sur la déclaration du patrimoine est très claire, indique clairement les responsabilités qui incombent à la HABG en matière de publication. Et la HABG, si vous voyez toutes les statistiques sur ça. Non, on n'attend pas forcément. Il ne s'agit pas de ça. On parle de la liste nominative des déclarants. Et pas des statistiques. La loi fait obligation que la HAGB, au 31 décembre, nous a donné des statistiques. Oui. Mais entre le 1er janvier 2022 jusqu'au 31 mars 2022, de publier tous ceux qui sont venus déclarer pour 2021, ajoutés à ceux qui ont déjà déclaré au journal officiel. Nulle part en Côte d'Ivoire, nous retrouvons la liste nominative de ceux qui ont déclaré. J'ai les statistiques. En 2021, on recensait 7266 personnes assujetties à la déclaration de patrimoine, mais la HABG a enregistré que 5722 déclarations. Il en manque donc 6544. Qu'est-ce qui risque? Alors, la loi est très claire. Pour les personnes les peines encourues pour les personnes qui ne se soumettent pas à la procédure de déclaration de patrimoine. Ils encourent donc des peines allant des paiements d'amende à la suspension de salaire, de 2 tiers même du salaire à réverser. Donc la loi est très claire et sans équivoque sur les sanctions. Mais comment comprendre qu'en 10 ans, la HABG n'a jamais sanctionné quiconque pour absence de déclaration? En 10 ans d'existence. Bon, là aussi, c'est ce qu'il dit. Il y a une phase de sensibilisation. Est-ce suffisant? Ça ne on va dire, participe pas à l'impunité? Non, là où moi je vois, je voulais vous aider. Oui. J'ai juste la disposition légale avant que le docteur... La même loi dit que lorsque, dans le délai, ils n'ont pas pu déclarer, avant de prendre des sanctions, la HABG a l'obligation de les relancer afin de les faire. Et donc, 10 ans, je suis d'accord avec vous. Bon, au bout de 10 ans, quand même, ça fait long. Voilà, ça fait très long pour aucune sanction. Tout à l'heure, non, mais il y a des phases. Nous avons parlé de morale relativement à la lutte contre la corruption. Et je suis un mauvais témoin en ce sens que j'étais là au début de la mise en place de la déclaration de patrimoine. Vous savez qu'il y a des pesanteurs traditionnels qui disent que quand vous déclarez votre patrimoine, c'est que vous voulez mourir le lendemain. Donc au-delà de tout, mais la lutte contre la corruption prend la couleur locale dans certains pays. Je ne veux pas je veux pas, mais pour cette fois-ci, au moins comprenons que moi je suis à Caen, chez nous on ne déclare pas les biens. Ah bon, écoutez, si on part sur cette base, on va pas s'en sortir. Mais justement, attendez, justement, messieurs, qui sur ce plateau est assujetti à la déclaration de patrimoine? Moi, non. Même moi. Vous et vous? Avez-vous déclaré? Oui, c'est fait. Patrimoine, l'un et l'autre? C'est fait, oui. Votre ministre, Madame la ministre, Madame Annou Loto, a déclaré son patrimoine? Bien sûr. Elle a la double casquette. Hein. Elle n'est pas suivie. Elle est élue, voilà. Elle a déclaré son patrimoine. Vous n'êtes pas assujetti en tant que directeur de la commission? Je suis assujetti parce que je suis gestionnaire de crédit. Oui, c'est ça. Et vous avez déclaré? À l'image du ministre de la bonne gouvernance. Et votre ministre aussi? Monsieur Zorobi, il était l'un des premiers. Bon, en fait, j'ai invité les bons élèves, quoi. En fait, j'aurais même pas eu à vous poser la question. Il y a beaucoup de bons élèves. J'aurais même pas eu à vous poser la question si on avait la liste des déclarants
marrant. Bon, voilà. Mais maintenant qu'à chaque fois qu'on va inviter une personnalité publique, on va lui demander si elle a déclaré son patrimoine. Je voulais ajouter quelque chose sur la déclaration des patrimoines. Depuis une année, mon organisation Civis Côte d'Ivoire a démarré un plaidoyer sur la base du fait que la déclaration de patrimoine n'est pas suffisamment détaillée pour pouvoir régler une autre partie des infractions assimilées qui s'appellent les conflits d'intérêts. Donc nous avons demandé, nous avons publié, nous avons fait un plaidoyer. C'est la troisième partie, on va peut-être l'entamer, c'est celle des propositions, puisqu'on est pris par le temps. Mais il y a quand même un cas je veux quand même signaler les très mauvais élèves. Il y a les maires et adjoints aux maires qui sont, excusez-moi, ils sont en rouge, c'est surligné en rouge. Ce sont les mauvais élèves. Il y a aussi les gouverneurs de district et vice-gouverneurs de district. Et là aussi, on comprend mal. Vous nous dites que la plupart ont été ministres. Absolument. Ils auraient dû déclarer leur patrimoine en quittant leur fonction, en devenant gouverneur, vice-gouverneur. Comment comprendre qu'ils n'aient pas encore déclaré leur patrimoine? Peut-être qu'ils n'avaient pas déclaré quand ils étaient ministres. C'est ça. Oui, parce qu'en principe... Donc, la nécessité, justement, c'est pourquoi, vous savez, les lois, les textes sont faits dans un contexte budgétaire dans le temps. Nos textes en la matière, tout à l'heure l'a dit Dr Christophe, on connaît des limites en des matières. Donc justement, la question de l'impunité. Donc justement, voilà pourquoi le ministère de la Protection dans le cadre donc, de l'application de la loi, la loi 660 de 2013, prévoit donc justement dans les réformes juridiques à venir des décrets d'application pour justement prendre en compte tous ces aspects et régler les suffisances de la loi sur la question. On passe aux solutions. On va parler... moi, sur la question de la déclaration, je sais que récemment, on a reçu un message interpellant les élus que nous sommes, les députés, pour que les députés aillent déclarer leurs biens. Je pense qu'il y a 132 députés qui font encore la sourde oreille et qui n'ont pas encore déclaré leurs biens. Et qui peut-être... C'est beaucoup, sur 254, 132, c'est quand même beaucoup. Mais... Comme solution, d'ailleurs, ça fait partie de la réforme que je vais introduire au Parlement pour la Constitution et le Code électoral, comme pour les élus notamment, je voulais faire de la déclaration du patrimoine une des conditions d'éligibilité. C'est-à-dire que dans la loi, on va inscrire que pour être candidat à tel poste, il faut d'abord avoir déclaré tout son patrimoine et ce sera l'une des conditions pour qu'on te déclare éligible à une élection. C'est une piste de réflexion. C'est une piste de réflexion qui peut être importante. Il a lu une autre déclaration. En fait, depuis 2019, Civis Côte d'Ivoire a publié que, en plus des déclarations de patrimoine, on ajoute les déclarations d'intérêt qui cernent tout autour du personnage de l'élu ou du fonctionnaire. Deuxième étape, il faut créer une attestation, au même titre que l'attestation de régularité fiscale, qui permet ou non d'être élu, ou même souvent d'être nommé, parce que je crois qu'à la présidence, il y a une cellule de nomination, qu'on crée une attestation de déclaration de patrimoine et d'intérêt pour bloquer tous les mauvais élèves pour des nominations et pour des élections. Donc nous attendons que le chef de l'État qui nous écoute en ce moment s'accélérera. Il faut aussi ajouter sur la question qu'il faut ajouter que il faut créer peut-être un organe qui permette de vérifier la véracité des déclarations. Parce que on déclare des choses. Parfois, on exclut du patrimoine un certain nombre d'éléments que la haute autorité ne peut pas aller vérifier. Donc il faut qu'il y ait un organe peut-être indépendant, séparé de la haute autorité, qui permette pas derrière d'aller vérifier que les biens dont il déclarés effectivement sont ceux qui sont dans le patrimoine de l'individu en question. Alors, parce qu'on peut avoir plusieurs maisons et déclarer seulement deux. Vous avez donné deux propositions concrètes. On va donner la parole aux populations qui vont réagir et faire des propositions au micro de Sédhi Ouattara et après on poursuit sur le changement de mentalité. La corruption vient de là-haut et ça descend. Donc nous les pauvres là, on est habitués à ça. Si tu n'as pas corrompu quelqu'un, ton enfant ne veut pas avoir un examen. Donc cette corruption là, c'est pas en bas seulement, c'est là-haut. Ça vient de là-haut jusqu'à ça descend en bas. On va te parler d'un concours de 2 millions. Toi-même tu cherches 5 000 francs pour manger. Comment ton enfant peut avancer? C'est une plaie incurable. Parce que nous-mêmes nous sommes nés pour trouver cette corruption là. C'est la pauvreté qui envoie la corruption. Tant qu'il n'y a pas de solution pour éradiquer la pauvreté, on ne peut pas contre la corruption. Et c'est à l'école que se trouve la tricherie. C'est un enfant qui triche déjà. Forcément, quand il va avancer, il va y avoir la corruption partout, ça c'est clair. Moi, ma proposition, je veux que vraiment
l'État vraiment applique les lois pour que la corruption puisse vraiment diminuer. Parce que je crois que l'État vote les lois, mais ils n'appliquent pas. Donc ça fait que la corruption persiste. Mais si l'État applique les lois dans tous les domaines, je crois que la corruption va diminuer. Il veut qu'on n'a qu'à verbaliser les gens normal, correct. Ce que tu as fait, on doit se sanctionner pour ça. Ce que tu n'as pas fait, on ne doit pas te sanctionner pour ça. C'est ce que moi je veux. Là, comme ça, si tout le monde travaille tranquillement, parce que l'argent, la casse s'en va dans la caisse de l'État. C'est même l'argent qu'on prend pour vous payer. Maintenant, vous ne pouvez pas nous faire payer l'argent qui ne veut pas les actes. Alors, bon, visiblement, les Ivoiriens sont pleins de bon sens dans leurs propos. Vous avez fait quelques propositions. Je voudrais aussi aborder un cas de figure. Je vais regarder les représentants de nos autorités. Dans le cadre des débats contradictoires que nous organisons, du moins les magazines de l'information, on sollicite souvent les institutions d'État, notamment les institutions de contrôle, mais qui ne répondent pas présents. Pourquoi elles ne prennent pas part à ce débat public? Pourquoi cette opacité? Bon, nous avons répondu. Tout à fait. Vous remerciez vos deux ministères, mais le ministre a, parce que nous sommes dans une obligation. Dans le cadre de la promotion de la bonne gouvernance, vous ne pouvez pas les obliger. Nous sommes dans une obligation de transparence et d'accès à l'information pour que les populations comprennent la politique du chef de l'État en matière de lutte contre la corruption. Donc, nous avons accepté volontiers cette invitation et chaque fois que nous serons sollicités, nous viendrons éclairer l'opinion sur ce que le président de la République fait. Mais comment faire pour ces institutions de contrôle? On les a conviés, mais personne n'est venu. L'IGE, pour ne pas la nommer, précédemment aussi le pôle pénal et économique. Comment on fait pour mener ces débats publics? Ça participe à la bonne gouvernance? Ça laisse un silence. Allez, on poursuit. Nous avons répondu, donc comment nous poser la question? On poursuit. La bonne gouvernance découle certes d'une volonté politique et d'un arsenal juridique s'il est appliqué, puisqu'on a l'impression que c'est ça le fond du problème. C'est l'application des textes. Pourquoi on ne respecte pas les lois dans notre pays, qui est un état de droit, donc gouvernants et gouvernés sont assujettis au même texte? Alors, je veux dire, la question de l'application des textes, je ne veux pas qu'on limite ça forcément à la Côte d'Ivoire. Voilà, c'est d'abord une question de culture. Vous savez, aujourd'hui, que ce soit le MCC ou les grandes agences aujourd'hui, parce que la question du respect des lois en matière de contrôle de corruption aujourd'hui, on ne parle même plus de lutte zéro contre la corruption, on parle plutôt de contrôle, parce que les gens de plus en plus essaient d'échapper aux mécanismes mis en place. Mais une loi ne sera valable que lorsque par derrière elle sera assortie de sanctions. Donc la coercition également fait partie du dispositif juridique pour que des lois soient respectées. En termes de propositions, le ministère de la promotion de la bonne gouvernance, justement, avec les cas d'audit qui ont été dit, le plus important n'est pas de détecter des défaillances, mais c'est de mettre en place des dispositifs d'alerte. Donc, il y a en la matière 8 normes internationales reconnues en termes de dispositifs. Donc, nous sommes en train de proposer donc, un projet de loi de conformité, un bureau de conformité, mais également, il y a la participation citoyenne. Voilà pourquoi je me réjouis de toutes les propositions faites par Dr Christophe, qui participe justement à la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance. Justement, le chef de l'État a parlé d'un prix de bonne gouvernance. Bon, là aussi, on essaie de faire changer les mentalités. Il y a toujours la carotte ou le bâton dans la métaphore de l'âne. À quoi ça va servir? À quoi doit-on s'attendre? Alors, le prix de l'intégrité, parce que nous avons travaillé sur la question, vise à récompenser les personnes physiques ou morales s'étant distinguées dans l'exercice de leurs fonctions, qu'elles soient publiques, privées ou de la société civile. Il y a forcément de bons élèves. Civis. Tout le monde n'est pas mauvais élève. La question, le paysage de la lutte contre la corruption prend en compte 3 entités: secteur public, secteur privé, société civile. Donc ce prix national viendra évidemment récompenser les personnes dans leur domaine qui le méritent, qui ont fait acte d'intégrité et d'honnêteté, de transparence dans la gestion de leurs affaires. Tout à l'heure, je parlais de la corruption qui gangrène notre société. Mais qu'en est-il aussi quand même des populations qui sont prêtes à corrompre les agents aussi? Vous, en tant qu'élu, on vous a dû proposer, moyennant finance, certainement, d'accéder à des formalités,
Bon. Non, mais de toute façon, vous savez, j'ai fait une publication récemment, un éditorial, où j'ai parlé de la société de corruption. C'est-à-dire que nous-mêmes, notre culture, notre environnement conditionne un certain nombre de comportements qui sont tels que, aux plus basses échelles, il y a aussi la corruption. Les élus locaux que nous sommes, dans un environnement où chaque jour, vous êtes sollicité. Quand on nomme un Ivoirien un poste de responsabilité, c'est toute la région qui est sur sa tête. Et donc, tout cet environnement-là fait que le citoyen, parfois, est dans un environnement où il doit agir au quotidien pour intervenir sur des problèmes pour lesquels il n'a pas les ressources. Et donc, si les mécanismes de contrôle ne sont pas efficaces, eh bien, il y a des failles dans lesquelles il s'engouffre et il prend les ressources publiques. Alors, ce qui veut dire, parce que l'émission tire à sa fin, je veux dire qu'on est arrivé à un thème, à un niveau où on n'a plus le choix, en fait. Ouais. J'étais récemment en RDC. Je travaillais sur la question de la corruption aussi récemment là-bas. Et hier, j'ai entendu le rapport 2021 sur la corruption en RDC. Ils ont réussi, en une année, à récupérer 2 milliards de dollars qui correspondent à un tiers du budget du pays. Hein. En faisant quoi? En sanctionnant, en mettant les mécanismes de contrôle et en traçant les ressources publiques, ils ont réussi à avoir 2 milliards de dollars qui correspondent à un tiers du budget. C'est-à-dire que s'ils montent un peu plus, ils vont atteindre pratiquement les 2 tiers du budget. Donc c'est important qu'on mène la lutte contre la corruption. Parce que je vais terminer de ce pour dire que on ne pourra pas régler le problème du chômage. On ne pourra pas lutter contre la pauvreté si on ne lutte pas efficacement contre la corruption. Vous savez, l'État ne crée pas de richesse. Le public ne crée pas de richesse. La fonction publique ne crée pas de richesse. C'est le privé qui crée les richesses. Et donc, si les ressources publiques ne sont pas massivement mises en œuvre pour que le privé se développe, pour créer les emplois, on va beau faire les discours, il n'y aura pas de lutte contre le chômage. Donc, c'est important qu'on traite cette question de corruption. Oui, vous avez parlé des petites gens, des gens pauvres et tout ça. En fait, Global Integrity a fait une étude sur le bénéfice-risque, ce que nous utilisons quand nous allons moi, je viens d'arriver de Danané, là, ce dimanche. Quand nous allons en province, que nous discutons avec les pauvres, on entend ce que les gens viennent de dire tout à l'heure à la télévision. Nous sommes pauvres, si on ne paye pas, on ne va pas nous avoir. Donc, on essaie dans notre programme Éduquer pour transformer, parce que là, on parle maintenant de l'Ivoirien nouveau, de montrer à ces populations-là le bénéfice-risque. C'est quoi le bénéfice-risque? C'est qu'est-ce qu'ils bénéficient s'ils prennent le risque de ne pas sombrer dans la corruption. Donc ça, c'est tout un programme. Et comme on parle de propositions, je reviens encore sur ce que j'ai demandé, qu'on n'a toujours pas obtenu. L'État de Côte d'Ivoire a des salles dans toutes les directions régionales. Certains préfets, certains présidents de conseils régionaux, certains maires nous mettent à disposition leurs salles quand nous allons en province. Que tout le monde en fasse dans le cadre de la lutte contre la corruption pour qu'on puisse sensibiliser les gens en région. C'est tout ce que nous demandons. On n'a pas de moyens, on n'a pas... Vous savez que les partenaires techniques et financiers financent des projets type précis. Mais dans ce genre de sensibilisation de proximité, il n'y a pas de budget. Donc, vraiment, une des propositions serait qu'on nous mette à disposition des salles pour qu'on puisse sensibiliser les populations dans toutes les populations. Au niveau de la fonction publique, est-ce qu'il y a un secteur qui est peut-être plus corrompu, en tout cas plus touché par la corruption qu'un autre, selon vos chiffres? Bon, évidemment, je dis toujours, quand on pose la question comme ça, c'est des données qui sont relatives. Hein, mais évidemment, il y a dans la fonction publique, il y a des agents qui sont un peu plus exposés, effectivement, au risque de détournement, au risque donc de manipulation frauduleuse des deniers publics. Ce sont donc les agents qui sont agents comptables, etc., hein, qui sont vraiment au contact avec les deniers publics. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont les plus corrompus. Mais est-ce qu'il y a des secteurs d'activité qui sont plus touchés? Oui, et il y en a. Il y a l'étude récente de Afrobaromètre et l'INS a montré les secteurs les plus susceptibles de corruption, à force soupçon de corruption. Autour de 8-10, les secteurs de la santé, de la justice, des douanes, de la sécurité, des transports, de la construction, de l'éducation. Voilà pourquoi le plan prioritaire du ministère s'est attaqué justement à ces secteurs qui dans le cadre même des signalements déjà que nous recevons, comme je l'ai dit, en 3 mois, nous avons reçu 122 signalements et les 5 secteurs dans le top, ce secteur de la défense, de la santé, de la construction et de la justice. Parce que c'est le secteur utilisé fréquemment par nos populations. Oui, dans notre quotidien, à tous. Donc finalement, messieurs, comment
mettre fin, d'une part, à cette culture de l'impunité? Parce qu'on a l'arsenal juridique, institutionnel pour bien faire. Les réformes sont salutaires, mais encore une fois, vous le disiez, la mise en œuvre et le simple respect des textes, visiblement, pose problème. Donc, comment faire pour, d'une part, mettre fin à cette culture de l'impunité et à cette tendance à la facilité qu'ont les Ivoiriens, visiblement? Je pense qu'à un moment... Il n'y a pas de culture d'impunité. À un moment donné, il faut faire des exemples. Oui. Il faut des exemples qui marquent les esprits. Oui. Il faut qu'à un moment donné, on se dise, on ne pourra pas continuer dans cette voie si on veut s'en sortir. Et qu'on a trop laissé aller, il faut maintenant mettre fin à cette situation. Parce que tous les emprunts qu'on fait à l'extérieur, tout ça, on peut mobiliser des ressources à l'interne si on lutte contre la corruption. Donc il faut saluer la volonté du chef de l'État et du gouvernement de vouloir maintenant aller plus fort en sanctionnant. Et donc il faut que par derrière, il y ait des sanctions pénales rigoureuses qui permettent aux uns aux autres de comprendre que la porte de sortie n'est plus loin et qu'à la moindre faute qu'on va commettre, on va pouvoir... Il y a des pays où, je ne peux pas citer, où les gens convaincus de corruption sont fusillés. Bon, on espérant qu'on n'aille pas jusque-là. Alors, l'une des solutions aussi pour éviter... C'est un peu radical. Non, je veux dire, c'est marquer les esprits. Il n'y a pas de solution. En Côte d'Ivoire, non, pas possible. Pour ajouter à ce que le DG dit, il faut d'abord la question de la culture de l'intégrité. Il faut d'abord une culture. L'Ivoirien nouveau. Il faut l'Ivoirien nouveau. Le concept de l'Ivoirien nouveau, ce n'est pas un vrai mot. Il faut une question de... En fait, on n'avait pas bien compris. Je vous donne un exemple. Il y a un pays où nous sommes partis en mission d'immersion. Et dans ce pays... Lequel? Rwanda et Corée du Sud. Vous voulez pas suite? Non, moi je ne veux pas voir... Rwanda ou Corée du Sud? Au-delà de ces deux pays. Et là-bas, l'inspecteur chargé du contrôle administratif nous fait savoir, par exemple, qu'il y a un Africain qui était dans ce pays-là et sa fille fréquente dans une école et qui est dans une gardiennerie. Et la maîtresse s'occupe tellement bien de son enfant que cette personne a voulu faire un cadeau à la personne. Mais la maîtresse a failli traduire ce parent d'élève en justice. Parce que la personne estime... C'est pas ici qu'on va voir ça. Non, il y a une question de culture de l'intégrité. Ensuite, la question du renforcement des capacités des agents publics, c'est important de l'informer. Troisième, la question de sensibilisation des populations et puis à un niveau plus bas, l'insertion dans l'enseignement primaire déjà des thématiques de bonne gouvernance, dans l'éducation nationale, de civisme et de patriotisme. Qui a déjà beaucoup à faire, de nous donner le niveau déjà qu'il faut à vos progénitures. Monsieur Soro, dernière question de l'émission. Est-ce que le bas salaire, en tout cas, qui semble insuffisant aux yeux de certains fonctionnaires, sans excuser, peut expliquer cette attitude à... Ça, on l'a dit, et autour de cette table, je pense que tout le monde est d'accord, c'est d'abord une question morale, pour commencer. Ce n'est pas une question des salaires, parce que même quand on regarde les personnes qui se font prendre des fois par des actes, on va dire, répréhensibles, mais ce n'est pas les plus bas salaires de la fonction publique. En tout cas. Donc, il n'y a pas une corrélation entre le bas salaire et les attitudes, on va dire, répréhensibles. Mais c'est surtout une question morale, une question donc de valeur. Donc c'est vraiment d'abord d'amener le fonctionnaire et au-delà le citoyen à s'approprier les valeurs de probité, d'intégrité et de responsabilité dans l'utilisation qui est faite des deniers publics, des ressources qui sont là pour la communauté et non pour le bien personnel. C'est là le début de la lutte contre la corruption. Vous parlez de sanctions, d'exemplarité, de probité, d'éducation nationale, de poursuite aussi. Vous nous disiez que Civis va décider de poursuivre maintenant quasi systématiquement tous ceux... On a commencé quelques saisines d'abord, c'est pas une poursuite d'abord, on fait la saisine administrative, on attend 2 mois et tout, mais nous avons lancé cette fois-ci au niveau des dons. Le chef de l'État en a parlé. Les collectivités territoriales et les entreprises publiques font appel à des dons, ouvrent des comptes qui ne sont pas retracés dans la comptabilité. Et donc, nous avons lancé sur les réseaux sociaux que tous ceux qui seraient informés de dons d'une autorité administrative nous ramènent soit la copie des journaux, soit la photo, pour que nous demandons directement à l'autorité. Qu'on comprenne bien, c'est-à-dire que quand on va dans une localité, je ne sais pas, il y a des festivités, on fait des dons de quoi ? De biens, de nourriture, on donne une fête. J'ai envoyé ici la photo. De quoi? Non, j'ai envoyé ici la photo. Dont parle-t-on? La photo d'une personnalité, je ne vais pas la citer, comme c'est au début, qui vient de faire un don, qui signe sa personne et le conseil régional. D'accord. On ne sait pas si c'est son patrimoine personnel ou si c'est celui de la collectivité qu'il a utilisé. Le courrier était prêt aujourd'hui. Malheureusement,
Depuis hier que c'est apparu sur les réseaux sociaux, qu'on nous a envoyé la photo de la personnalité qui, en même temps, président du conseil régional est ministre, et la personne a effacé, a fait disparaître. Donc, on n'a pas de preuves. Vous voulez pas nous dire qui c'est ? Au nom de la transparence. Ah bah écoutez, au nom de la transparence et de la bonne gouvernance. Ça a disparu, les juristes savent ce que ça veut dire, on ne peut plus accuser. Ah oui, sans preuve. Ça a disparu, il n'y a pas de preuve. On a la photo du ministre ici. On suivra ça de près. Et puis, comme on a commencé à suivre et qu'on a demandé aux gens de nous envoyer, donc nous, on attend carrément tous les dons de maintenant jusqu'aux élections de 2023. Toutes les autorités qui feront des dons, on leur apportera un courrier simple pour leur demander l'origine du don et le budget qui a permis de faire ce don. Je sens qu'il y a un mot de festivité dans les collectivités. On ne fait pas de temps avec le budget de la collectivité territoriale dans les années à venir. Alors, messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de votre participation et précisément aux deux institutions qui ont répondu, on va dire, rapidement à notre invitation. Et ce n'est pas une convocation, je le dis aux autres. Merci aux équipes techniques, la rédactrice en chef Delphine Blas, la chef d'édition Astou Touré Danogo et à la réalisation Awa Sawa Dogo, une équipe hautement féminine qui contredit ce plateau. Mais nous sommes tous dirigés par Monsieur Koné Lassiné. Merci à vous de nous avoir suivis. On se quitte sur cette citation. Ce n'est pas un signe de bonne santé mentale d'être bien adapté à une société malade. De Jiddu Krishnamurti. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Restez sur RTI 1.